remercie d'en prendre acte. Nous allons passer maintenant au rapport numéro 3 qui concerne l'approbation de la modification des statuts de la communauté de communes du Pays de Fayence. Alors, la communauté de communes du Pays de Fayence sollicite les communes membres de l'EPCI afin de délibérer sur la modification de ces statuts. En effet, par délibération en date du 13 décembre 2023, le Conseil communautaire a décidé l'ajout d'une compétence facultative, à savoir action sociale d'intérêt communautaire, santé publique et accès aux soins, mais également modifier la compétence facultative gestion du relais d'assistante maternelle et de la remplacer par gestion du service intercommunal petite enfance et famille. C'est un changement de vocable. L'intérêt communautaire, plus précisément, sera défini par une seconde délibération de la CCPF pour cette compétence facultative. Intérêt communautaire est déterminé par le Conseil communautaire à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés et cet intérêt communautaire doit être défini dans un délai maximum de 2 ans suivant le transfert de la compétence. Donc pour l'instant, cette délibération est très générale, très générique, et la CCPF a l'obligation, dans les 2 ans, de préciser quelles sont la compétence, le contour de la compétence santé qu'ils décident effectivement de prendre à leur charge. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à faire sur cette modification des statuts de la communauté de communes? Non. Monsieur Coutin. Oui, Monsieur Coutin, juste des précisions. Là, je vois que ça concerne aussi la petite enfance. Oui. Dans le cadre du projet de MAM de notre commune, est-ce que la communauté de communes prendrait part, on va dire, dans ce projet, par ce biais? Non, non, pas du tout. Là, je pense que simplement, c'est pour effectivement la gestion du relais qui ne s'appelle plus le relais d'assistant maternel, mais c'est un bâtiment qui va être construit, qui va effectivement accueillir les assistantes maternelles dans le cadre de formation et les familles dans le cadre d'information et d'aide à la parentalité, et aussi les enfants dans le cadre d'une prise en charge pour des difficultés particulières. Donc il va y avoir cette maison de l'enfance, de la jeunesse, de l'enfance et des familles qui va être construite sur le territoire de Fayence, avec la mise à disposition par Fayence d'un terrain, gracieusement. Donc cette structure va être construite et elle sera gérée en direct par la communauté de communes. En revanche, les MAM, les crèches, les micro-crèches privées, municipales et tout ça, sont coordonnées, mais restent dans la gestion municipale. Voilà. D'autres questions? Nous allons procéder au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Ce rapport est adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au rapport numéro 4, qui, je pense, va donner lieu à débat, discussion et surtout précision. Et je remercie effectivement les personnes qui se sont... J'ai invité plusieurs personnes à se connecter ou à se déplacer, mais en tout cas pour bien entendre ce qui va être dit et ce qui surtout est prévu. Donc c'est l'identification de zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable. Et je demande donc à M. Graff, premier adjoint à l'urbanisme, de nous faire une présentation de ce rapport. Bonsoir à tous. Alors, la loi du 10 mars 2023, relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, précise dans son article 15 que les communes identifient par délibération du conseil municipal les zones d'accélération et les transmettent au référent préfectoral et à l'EPCI, porteur du SCOT. Alors, les objectifs fixés par la loi visent à encourager des opérations d'envergure qui ont un fort potentiel
Les zones d'accélération peuvent concerner tout type d'énergie renouvelable, donc à la fois des biomasses, de la géothermie, du solaire, des biogaz, de l'éolien, des énergies de récupération. Ces zones d'accélération d'énergie renouvelable ne sont pas exclusives, ce qui sous-entend que s'il y a des porteurs de projets qui ont choisi d'autres secteurs sur la commune, cela leur est possible. Cependant, ces projets seraient soumis à l'analyse d'un comité de projet local. Par ailleurs, la définition de ces périmètres n'exonère pas le porteur de projet à l'obtention des autorisations administratives de rigueur, évidemment. Donc les zones d'accélération d'énergie renouvelable constitueront à terme un outil de planification faciliteur et incitatif pour le développement des énergies renouvelables sur le territoire des communes. Je précise que ces zones ont été sélectionnées sur notre commune avec l'aide du CEREMA et d'Enedis, en prenant en compte la proximité des points de livraison d'une capacité au moins de 120 kVA. Alors on avait un délai un petit peu contraint puisqu'il fallait rendre ce rapport, là en l'occurrence pour le mois de mars 2024. Donc ensuite on a, dans un délai de 6 mois, un débat va se tenir au sein de l'organe délibérant de l'EPCI sur la cohérence des zones d'accélération identifiées avec le projet du territoire, puisque c'est un projet qui est porté et qui est regardé à travers le territoire, hein, notre EPCI, et ça ne sera pas uniquement sur le secteur bagnolais. Donc après expiration de ce délai de 6 mois, le référent préfectoral arrête une cartographie des zones d'accélération identifiées qu'il transmet au comité régional de l'énergie ou à l'organe en tenant lieu. Le référent consulte également au sein d'une conférence territoriale les établissements publics mentionnés à l'article L 143-16, etc. Donc de l'urbanisme et également les EPCI, évidemment. Alors l'avis du comité régional ou de l'organe en tenant lieu est transmise aux référents préfectoraux 3 mois plus tard. Donc, après la réception de la cartographie des zones d'accélération qu'on leur a transmis. Donc l'identification de ces zones d'accélération est renouvelée pour chaque période de 5 ans. Donc la commune de Bagnols-en-Forêt a ainsi identifié plusieurs zones sur son territoire qui sont listées ci-après. Donc je vais vous les énumérer. Donc il y a différents types d'installations. On a du photovoltaïque en toiture. Donc ça va concerner le village. Donc pour le village, ça serait l'EHPAD sur un plan de toiture sud, évidemment. Le groupe scolaire, toujours sur un plan de toiture sud, de l'école primaire. Le foyer municipal, sur le plan de toiture sud. La maison du temps libre, la MTL. Le futur CLSH, donc sur la future toiture de ce bâtiment. Et l'ISDND des Lauriers. Voilà. Ensuite, on a les photovoltaïques en ombrière. Donc là, ça concernerait au village le plateau Sainte-Anne, des ombrières sur le parking et le stade. Également le groupe scolaire Gaglio, cours de récréation maternelle primaire. Le parking du château également sur la partie haute, l'étage supérieur. Et la maison du temps libre sur la partie des futurs gradins éventuellement le long du stade de foot. On a également du photovoltaïque au sol. Donc là, ici, ça concernerait l'ISD des Lauriers et l'ISDND du Vallon des Pins. Donc potentiellement aménagement sur l'ensemble des 2 sites à la fin de leur exploitation, évidemment, pas pendant l'exploitation. Ensuite, on a de l'agrivoltaïque. Je crois que c'est celui qui a fait le plus débat, apparemment. Qui concernait le lieu-dit de l'abreuvage. Et également le lieu-dit du Quéron. Ensuite, on avait l'ISDND du Vallon des Pins, potentiellement pour du biogaz, quand il y aura suffisamment de biogaz, de déchets dans la décharge. Voilà. Alors, considérant que les zones d'accélération contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l'approvisionnement énergétique, considérant également que les communes identifient des zones d'accélération par délibération du conseil municipal après une concertation publique
et également selon les modalités qu'elle détermine librement, qu'elle transmette au référent préfectoral et à l'EPCI. Donc une consultation a été initiée par la commune entre le 18 décembre 2023 et le 10 janvier 2024. Des formulaires ont été mis en ligne également à disposition des administrés afin qu'ils puissent se prononcer sur les zones pré-identifiées par la commune. Nous avons également une publicité de cette consultation qui a été faite sur le site internet de la ville et via les réseaux sociaux, maires et citoyens et Facebook. Donc les différents résultats de cette consultation, vous les avez dans le rapport, mais mettent bien en avant le fait que, on va dire en majorité, surtout sur le photovoltaïque en toiture, on a des réponses plus que positives au-delà des 70 ou même 80% sur les décharges en post-exploitation. Le photovoltaïque en ombrière, sur le village, c'est mitigé, on est à 55%. Sur la maison du temps libre, 66% de réponses positives. Le photovoltaïque au sol en post-exploitation sur les SDND, Laurier et Vallon des Pins, 68,70% des avis positifs. Alors après, pour l'agrivoltaïque, lieu-dit l'abreuvage, on n'avait que 16,90% d'avis favorables, de réponses positives. Et pour le lieu-dit les Quérons, 16,90% aussi. Donc ça, c'était un non manifeste. Voilà. Donc ISD Vallon des Pins, 61,50 pour le biogaz, ce qui est tout à fait normal. Donc en conséquence, il est proposé au conseil municipal d'adopter la délibération suivante. Donc on conserve en fait dans les zones qui vont être définies donc dans les zones choisies, sont toutes celles que je vous ai énumérées, je ne vais pas les reprendre, sauf effectivement l'agrivoltaïque sur les deux zones, l'abreuvage et du Quéron, qui seront pas retenus. Donc je tiens à le préciser parce que la commune n'a pas identifié aucune des zones qui a été proposée. Je le répète, les zones proposées à la consultation publique ont été proposées par deux études conjointes, une étude faite par le CEREMA, on en a déjà parlé du CEREMA puisqu'on est abonné au CEREMA, c'est un organisme public qui possède une ingénierie interne capable de faire des analyses sur la faisabilité ou l'intérêt de la faisabilité de projets, donc qui a été mandaté par l'État pour faire cet inventaire, et parallèlement Enedis qui était chargé d'identifier les zones où l'acheminement de la production était le plus rentable, c'est-à-dire où il n'y avait pas de nécessité à tirer des fils, des câbles pour faire rentrer l'électricité dans le réseau. Voilà. Donc nous ne faisons que répondre à la procédure initiée par l'État, par les services de l'État, qui nous dit la loi vous demande d'identifier des zones. Donc nous, on vous mâche le travail, on vous propose des zones. Votre rôle, c'est de proposer ces zones à la population pour leur donner la parole, ce qui me paraît effectivement légitime, que les personnes vivant sur un territoire donnent leur avis concernant l'aménagement de ce territoire. Et suite à cette enquête et au résultat, bien, vous nous faites remonter la volonté du territoire, la volonté de la commune, dans le respect effectivement de la vie de la population, quand c'est possible. Vous nous faites remonter les priorités et les sources d'énergie que vous retenez. Bon, effectivement, à moins que certains d'entre vous, mais on n'a même pas abordé la question, souhaitent voir des éoliennes sur Casteldiao, mais on n'a pas retenu effectivement l'éolien sur notre territoire.
on s'est essentiellement concentré sur le biogaz et le photovoltaïque. Voilà. L'hydroélectricité me paraît compromise avec la sécheresse du Blavet plusieurs mois par an. Donc voilà, soyons clairs. Et surtout, pour ceux qui nous écoutent, la municipalité ne porte aucun projet. Nous n'avons rien dans les tiroirs, nous n'avons pris aucun accord ni aucun engagement avec quelque organisme que ce soit. Il n'y a rien dans les tiroirs, nous ne portons aucun projet municipal. Et autre chose que M. Graff a souligné, et je le dis clairement, les propriétaires sont décisionnaires, je vous le rappelle. Le droit à la propriété est un droit inaliénable de notre société, de notre constitution, et en aucune façon, on ne peut imposer à un propriétaire l'acceptation de panneaux photovoltaïques sur le territoire, sur sa propriété. Donc, voilà, ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux, alors que quelque part, il n'y a rien, il y a juste une consultation et la nécessité de répondre à cette consultation si on se sent concerné. Alors, tu as donné le nombre de réponses ? Non ? Non, j'ai oui. pas donné le nombre. 138. 138. Ça fait donc 5%. Hein, en gros, 5% de la population, encore en dessous de 5%. Mais bon, là, effectivement, plutôt que de s'enflammer sur les réseaux, il aurait été plus intéressant d'aller effectivement porter sa voix sur la consultation pour qu'on ait 500 personnes qui répondent. Hein, ou au moins les 800 personnes qui sont inscrites sur Maires et Citoyens, puisqu'on a 800 personnes. 800, donc là, s'il y avait eu la réponse de 800 personnes, on aurait eu quelque chose. Donc voilà, essayons d'apprendre la démocratie. La démocratie, c'est aussi, effectivement, plutôt que de s'enflammer sur les réseaux sociaux, utiliser les outils mis à sa disposition pour faire entendre sa voix et dégager une majorité qui soit représentative. Alors, je ne dis pas que les 138 ne sont pas représentatifs du territoire. Je dis simplement que, voilà, on va se baser sur la participation de ces 138 personnes. On va respecter et on va effectivement, vous le comprenez bien, on n'a pas de volonté de développer de l'agrivoltaïsme, alors que lundi matin, j'étais en CDOA pour défendre l'installation d'une ZAP sur notre territoire. Elle est où la cohérence ? ZAP, zone agricole protégée. Et toutes les terres que nous allons donc protéger au niveau agricole, je vais les donner à des producteurs d'énergie. Il y a un paradoxe qui n'est pas concevable. Donc la municipalité est bien claire, les terres agricoles sont vouées à l'agriculture. Elles ne sont pas vouées, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on a souhaité et ce n'est pas ce que la population souhaite. Elle ne souhaite pas que les terres agricoles deviennent des champs de panneaux photovoltaïques. Et nous en tiendrons compte, et dans la délibération, ça sera acté. Hein. Et, je le précise, pour ceux qui ont consulté la loi de 2023, on ne peut pas obliger une commune à développer toutes les énergies renouvelables et l'éolien. Nous avons, bien heureusement, nous avons la possibilité de définir, et ça a toujours été le discours que j'ai tenu, même avec mes collègues de la CCPF, je me suis dès le départ opposé à l'installation de photovoltaïques sur des terrains agricoles au sol. Ça, j'ai toujours été clair par rapport à ça. Donc, je ne me vois pas changer d'avis maintenant parce que, voilà, on nous exhorte à prendre position. Est-ce que vous avez des questions par rapport Monsieur Saillet. Bonsoir. Moi, c'est un peu pour donner mon point de vue, surtout. Je me souviens déjà que pendant la campagne, vous aviez parlé de panneaux solaires sur le foyer municipal, sur le toit de l'école. Donc du coup voilà. Moi les panneaux solaires, en soi, photovoltaïques, je suis totalement pour.
Cependant, tout dépend des endroits. Le Vallon des Pins, la décharge des Lauriers, on peut en mettre 100% de la surface. Moi, ça me gêne en rien, et au contraire, ça peut contrebalancer cette image négative qu'on peut avoir de ces décharges. Faire des projets comme ils ont fait il y a quelques années au plateau de la Motte, où ils ont abattu plus de 30 hectares pour faire des panneaux photovoltaïques. Moi, je suis totalement contre. Cependant, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que un village provençal, en plus on a un petit village perché, enfin on va dire dans l'esprit des 9 villages perchés de la CCPF. Moi, ce qui me dérange, c'est, mais ça je l'ai toujours dit, c'est avoir, lorsqu'on va se mettre, admettons, à la chapelle et qu'on va regarder le village, ça va être des toits en miroir, quoi, que ce soit surtout pour des grands pans comme ceux du groupe scolaire Gagliolo. Donc du coup, voilà. Après, qui en est sur la MTL, sur n'importe quelle maison, en dehors du plan visuel, du charme provençal qu'on peut avoir, et d'un village de caractère. Voilà. Moi, c'est ce qui me dérange un petit peu, c'est ça. Donc, en fait, ce qu'on est en train de voir ce soir, c'est ce qu'on va voter, ça sera acté, et ce sera sûr que ça ira dans cette direction. C'est une question. Non, parce qu'il se peut très bien que sur le PCI, qu'il y ait des projets de plus grande envergure, qui ont plus de sens et qui soient choisis. Donc, ce n'est pas forcément nos idées qui vont aller de là. Après, évidemment, l'économie d'énergie pour une collectivité, c'est quand même important. Donc, à part des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics, on n'a pas trouvé grand-chose d'autre. Bon, il y a bien la géothermie, mais ici, c'est pas aussi simple. Je pense que pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Donc ça risque effectivement d'apparaître un jour dans toutes les communes du canton, et même malheureusement, quitte à défigurer sur un petit peu l'idée, la je suis physionomie. totalement pour. Il y a pas de. Après, les panneaux photovoltaïques, ils vont quand même évoluer de plus en plus, puisqu'on va bientôt passer à des tuiles solaires de couleur rouge, et enfin de la couleur des tuiles provençales. Donc ça commence à exister, c'est encore un peu cher, mais on y vient. Donc plus il y aura de projets qui vont avancer dans ce sens-là, plus il y aura de production, et plus on aura un aspect esthétique sur les bâtiments publics. Je voterai pour la délibération, il n'y a pas de souci, mais mon cœur votera contre dans le sens sur l'aspect visuel dans le village. Et ça, c'est ce qui me dérange. Oui. Enfin, voilà. Oui, pardon. Petite question, j'ai vu dans les documents qui nous ont été fournis que la cave coopérative n'a pas été retenue. Alors, la problématique de la cave coopérative, c'est qu'il faut déjà connaître son devenir avant de mettre des panneaux photovoltaïques, puisqu'on nous a déjà sollicité pour ça. Mais non, mais après, ça peut être un point d'interrogation, même si on ne fait rien, je veux dire. C'est pas une obligation. Parce que bon, aujourd'hui, on ne connaît pas le projet final de cette cave, que ce soit dans 15 ans, dans 20 ans ou pas. Mais je veux dire, elle aurait pu être englobée dans les documents. Oui, mais comme je l'ai dit dans ma présentation, il y a certaines zones qui seront choisies et ne seront pas exclues non plus de pouvoir faire des projets sur d'autres endroits que ceux qui ont été déterminés là. Donc, dont la cave coopérative. Donc ça fiche pas de droit, en fait, ou d'interdiction d'aller ailleurs sur d'autres sites. D'accord. Voilà. C'est plus pour permettre l'accélération des énergies renouvelables et l'installation des énergies renouvelables. Oui, M. Saillet vient de poser la question que je souhaitais poser également, parce qu'effectivement, nous avons constaté que la cave coopérative n'était pas inclue dans ce listing, qui me semble quand même exhaustif, et quand même figé pour 5 ans, d'après ce que vous avez dit. Donc, alors, c'est pas figé. Ça semble défini pour 5 ans, quoi, on va dire. Oui, alors, les zones qu'on a déterminées là sont figées, mais on l'a bien dit, d'autres projets peuvent voir le jour. Ça, voilà, je pense que vous aurez peut-être pu le suggérer, parce que ça me semble bien dicté, effectivement, par Enedis, qui est le bénéficiaire, on va dire, de toute cette manne qui pourrait être celle des panneaux photovoltaïques, et qui va effectivement prendre cette énergie et pour nous la redistribuer. Là, on pourrait aussi parler d'autoconsommation, et là, ça ne me semble pas être le cas. À chaque fois, c'est la redistribution dans le réseau, si j'ai bien compris. Sur tout ce qui est...
L'objectif d'une commune, effectivement, c'est d'être en autosuffisance, c'est-à-dire Oui, c'est bien sûr. de récupérer le courant Totalement. pour sa C'est bien, consommation. c'est en ce sens que je dis ça. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, ça soit réinjecté dans le réseau également. Parce que là, tout à l'heure, on m'avait bien parlé de zones qui avaient été définies par l'accessibilité au réseau. Bien sûr. Donc voilà, donc moi ce qui me... Dès que vous c'est avez pour ça des que je me suis grands interrogé champs... aussi vis-à-vis Oui. des caves coopératives qui me semblent un petit peu isolées, exclues et qui est peut-être loin d'un point de Oui, le problème de la, Bon, effectivement, de la quelques coopérative, c'est qu'on est, informations on est loin, effectivement, d'un point de raccordement. Oui, C'est voilà, ça. Juste une information qu'on m'a communiquée, la coopérative n'a pas été retenue par Enedis puisque le réseau n'est pas en capacité Voilà, c'est ça. de recevoir une énergie suffisante sur ce secteur-là. D'accord, oui, oui, donc c'est bien. Ça demanderait une c'est extension. modéré, Mm. Mais alors, ce serait peut-être dommage de se priver d'un projet qui pourrait être celui de l'autoconsommation sur ce site. Oui, mais ça peut être Ouais. porté. Pourquoi ne pas Ça n'enlève pas, oui, mais eux, c'est par rapport à Enedis. Oui, La voilà, cartographie, pardon, elle a été ok. faite par rapport Ouais, à Enedis. Ok. Juste pour compléter les propos de M. Graff aussi, sachez qu'au niveau de l'école, on a mis en place des panneaux photovoltaïques. Ils sont bien en place à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle on parle. Ils ne sont pas encore en fonction, mais ils ont été mis en place, puisqu'en fait, on l'a voté dans le cadre de la transition énergétique, et on a déjà positionné des panneaux photovoltaïques au niveau de l'école. Alors, Alain, tu as peut-être plus d'informations techniques, j'ai plus les chiffres en tête, le nombre de panneaux qu'on a sur place et la quantité qui sont susceptibles d'être produits, mais voilà, on n'a pas attendu le rapport d'Enedis pour pouvoir faire face à cette transition Et énergétique. ça, c'est que de la réinjection ou il y a Alors, l'autoconsommation aussi pour parler techniquement, on a posé 30 kg sur la toiture et on fait de l'autoconsommation et de la revente. Et maintenant, il va falloir qu'on voie avec nos fournisseurs si on peut aussi jouer sur les batteries virtuelles. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de la batterie virtuelle. C'est très simple. Tout ce qui part sur le réseau quand on n'utilise pas à l'école, et c'est surtout le cas en été, le fournisseur nous le retranscrit pour d'autres bâtiments, nous le prélève pour d'autres bâtiments. Ça, c'est le principe de la batterie virtuelle. Il faut voir s'ils le font, nos fournisseurs, au niveau des communes. Ça, c'est pas encore sûr. Voilà. Ça fonctionne très bien pour le particulier, mais pour les communes, on n'a pas encore tout à fait les points. Pour revenir sur la coopérative, on avait un projet qui était de 120 kg. Donc là, malheureusement, le réseau, il n'a pas suivi derrière. D'accord ? C'est pour ça que ça a été écarté pour le moment. Voilà. Maintenant, si le réseau il évolue un jour, on verra bien. Après, on ne sait pas ce qu'on va faire de la coopérative et c'est un engagement qui se prend quand même sur une vingtaine d'années. Parce que la commune n'a pas la possibilité, elle, d'installer autant de puissance et de l'exploiter elle-même. Il faut le savoir. Parce qu'il faut être revendeur d'énergie. Et on ne peut pas se le permettre. On n'a pas la vocation à. J'allais poser la question, notamment dans le cadre de l'école, c'est une initiative de la commune où il y a un prestataire, où il y a un prestataire qui est intervenu et qui nous verse un loyer aussi également, en plus de cette électricité. Alors techniquement, sur l'école, c'est un projet à long terme dans le sens qu'on est sur un tarif qui est dit surveillé. Donc on est à plus de 36 kVA puisqu'on est sur du 120, je crois, de mémoire, comme ça, ou 96, je ne sais plus exactement. Mais le but, c'est de réussir à mettre 3 tarifs bleus à la place de notre tarif surveillé. Ce qui nous diminuerait nos factures d'énergie énormément puisque c'est du simple quasiment au double au niveau du kilowattheure. Voilà, c'est pour ça qu'on était parti sur du photovoltaïque et il y a encore un projet qui doit évoluer, mais c'est nous qui sommes à terme producteurs d'énergie pour l'école en autoconsommation et en revente. Énergie et qui a été financée par la commune aussi. Producteurs d'énergie, mais attention, L'installation, on est sur une installation dite une petite installation. Okay, oui. On n'est pas sur des installations qui dépassent les 90 kg. Dès qu'on dépasse 90, on passe sur du producteur à grande échelle. Mais voilà, qui a financé l'installation de ces panneaux sur l'école? Il y a une partie de subvention et une partie d'autofinancement. Ok, voilà, comme c'est bien, toujours. c'est tout ce que voilà. Comme toujours, c'est la ça a commune été, qui ça a été subventionné. Très belle initiative. Voilà, c'est pas un prestataire, c'est pas un commercial qui est venu nous démarcher en disant oh, vous avez de jolies toitures, on ne pourrait pas y mettre des panneaux. Non, non. Et notre volonté, effectivement, c'est de donner l'exemple
donner l'exemple à la population. La crise de l'énergie ne fait que commencer. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais la crise de l'énergie ne fait que commencer. Le coût de l'énergie va devenir de plus en plus important. Et tous ceux qui n'auront pas pris le virage de l'autoconsommation, en tout cas de la production d'énergie renouvelable, vont sentir la douloureuse passer. Donc c'est notre volonté de donner l'exemple et de faire en sorte que l'énergie utilisée par la collectivité publique soit la moins chère possible. Oui, il y avait d'autres. Oui, allez-y, monsieur Chaud. Oui, concernant le photovoltaïque en toiture, on parle de l'ISDND des Lauriers, on parle bien du toit de la future usine multifilière. Oui. D'accord. Donc, qui revendra la production d'électricité dans ce cas-là? C'est l'exploitant. Oui, c'est l'exploitant. Ce sera l'exploitant. Oui. Donc, à ce moment-là, on aura un changement de destination de notre terrain, puisque la convention ne concerne que le traitement des déchets. Là, il y aura une production d'électricité que l'on va revendre. Donc, c'est une problématique qu'il va falloir prendre en compte. Il y aura peut-être des changements à faire concernant cette convention. D'accord. Ok, merci. D'autres questions? Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Celles et ceux qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc, le rapport est adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au rapport numéro 5 concernant... Bon, le 5 et le 6 sont quasi identiques, c'est le nom de la commune qui change. C'est l'approbation d'une convention de mutualisation des titres sécurisés, c'est-à-dire carte nationale d'identité et passeport avec la commune de Fayence pour le 5 et avec la commune de Montauroux pour le 6. Actuellement, donc, nous avons la possibilité de faire nos papiers sécurisés, nos cartes, dont titres sécurisés, auprès de la commune de Montauroux. Là, cette année, Fayence a souhaité effectivement proposer aussi ce service. Et il est nécessaire donc d'établir une convention avec ces deux communes pour participer au financement de ce service à destination de la population et en particulier à destination des Bagnolais. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions particulières concernant cette convention de mutualisation des titres sécurisés? Monsieur Choiselat. Oui. Donc ces deux conventions font référence au Code général des collectivités territoriales, notamment deux articles, le L 2335-16 et le D 2335-23, que j'ai consulté. Dans la base de calcul qui apparaît dans les conventions, déterminant le coût des prestations à répercuter sur les communes bénéficiaires des prestations, de Fayence et de Montauroux. La base de calcul, elle est libellée ainsi. C'est le coût en personnel global, moins la dotation forfaitaire de l'État, divisé par le nombre de titres, c'est-à-dire le nombre de titres émis. Je rappelle que Fayence en a émis plus de 4000 l'année passée, et qui déterminera un tarif unitaire. Donc, en fait, la facture que, par exemple, nous, à Bagnols-en-Forêt, on aura à payer si on a X de demandes sur Fayence ou sur Montauroux. Alors, dans cette base de calcul, seule la dotation forfaitaire est prise en compte, est défalquée. Le montant est fixé à 9 000 euros de cette dotation forfaitaire, 9 000 euros. Et c'est la seule dotation qui est défalquée dans la base de calcul. Or, les communes équipées du dispositif d'enregistrement des demandes de documents sécurisés, elles bénéficient en plus d'une dotation variable en fonction du nombre de dossiers traités. C'est-à-dire, Fayence, par exemple, plus de 4000, c'est 12 500 euros.
Donc Fayence a perçu 9 000 euros plus 12 500 euros. Voilà. Donc je pense qu'il y a un problème dans la refacturation aux communes bénéficiaires des prestations, parce que seule la dotation forfaitaire est défalquée. Or, alors que la commune perçoit une dotation variable, non négligeable, et je pense que ça pose un problème. Je pense que ça pose un problème technique dans le calcul de la facture qui va être adressée aux communes. Donc, pour ma part, en l'état actuel de la rédaction de ces conventions, soit on ne statue pas ce soir, on vérifie, mais je ne voterai pas en l'état ces deux conventions, parce que je pense qu'il y a un problème technique dans la refacturation des prestations qui fournissent. En ce qui concerne la refacturation, pour l'instant, nous n'avons aucun élément concernant cette refacturation qui sera appliquée aux communes. La seule chose que nous pouvons vous donner, c'est qu'effectivement, les chiffres que nous détenons concernant la refacturation pour Bagnols-en-Forêt sont des chiffres qui remontent à 2017. Donc, ça peut être effectivement un peu plus. Mais en 2017, la participation pour Bagnols-en-Forêt, c'était 500 euros pour les titres de 2017. Donc, ça sera de toute façon au prorata du nombre de titres demandés par les Bagnolais. Donc, de ce côté-là, je pense que je n'ai pas le sentiment qu'on prenne un risque énorme, enfin, au niveau financier. C'est une question de principe, quelle que soit la somme. La somme, elle n'est pas importante. La commune qui a accepté, qui s'est dotée du matériel et qui a accepté d'assumer ses prestations, perçoit des dotations. Dans la mode de calcul, seule la dotation forfaitaire est retranchée du calcul, donc, alors que la dotation variable en fonction du nombre d'avis émis n'est pas prise en compte. Et je pense que ça pose souci. Évidemment, j'ai été conseillé par quelqu'un qui est très pointu en la matière, qui m'a pointé du doigt. J'ai vérifié moi-même dans le Code général des collectivités territoriales les articles qui sont prévus et tout ça, et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait effectivement une dotation variable et qui n'est pas négligeable. Donc si elle ne rentre pas dans la base de calcul, je pense qu'il y a un problème. D'autres questions ou commentaires? Oui, juste un commentaire équivalent. Hein. Donc j'ai eu la même réflexion. C'est clair qu'effectivement, n'apparaît pas la part forfaitaire et la deuxième part, parce que ce sont bien des parts. C'est pas le mot dotation, c'est pas deux dotations particulières, ce sont bien des parts. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'éclaircir cette question et de remettre au vote au prochain conseil municipal ces rapports? Effectivement, ce sont deux choses bien différentes. Hein. Vous avez j'ai fait la même recherche que mon collègue Jean-Pierre. Donc, ce sont des majorations qui est établies en fonction du nombre de parts du nombre de titres délivrés. Et c'est bien la dotation qui est fluctuante, on va dire, en fonction de ceci. Il y a deux parts. Et donc, si c'est juste la part initiale qui est reprise, c'est vrai que ce n'est pas très honnête, on va dire, vis-à-vis de notre commune. C'est simplement par rapport à ça. Donc, c'est simplement d'éclaircir, de tout l'ensemble des communes et l'ensemble même des gens qui sont d'autres comités de communes, d'ailleurs, parce que tous ceux qui demandent un titre qui ne sont pas de notre comité de communes, donc, sont aussi facturés à la commune d'origine. Donc, est-ce que ce n'est pas intéressant de remettre ce vote pour... parce que, bon, là, c'est vrai que ça laisse un petit peu quand même planer un certain doute, et j'avoue que je ne pense pas voter pour cette résolution, c'est clair. Moi, je pense que le PCI et les communes qui vont assurer effectivement ce service à destination de tous les habitants de la CCPF et permettre effectivement d'accéder à des titres, à une offre de titres sécurisés plus importante, me paraît nécessaire. Donc j'entends ce que vous dites. Moi personnellement, je ne vois pas de loup dans cette situation, donc je propose que ça soit voté.
C'est un éclaircissement qu'on souhaitait, un éclaircissement, ni plus ni moins qu'un éclaircissement, parce qu'on parle de N-1, donc c'est clair que bon, on ne peut pas avoir le détail de ce N-1, ça serait quand même bien de l'avoir pour pouvoir voter de manière responsable. D'autres commentaires? On ne remet pas en cause la refacturation, bien sûr, aux communes. Ce que je remets en cause, c'est la base de calcul. Il faut que ça soit carré. Évidemment, la commune qui fait la démarche, qui s'occupe de tout et tout, elle doit être rémunérée, elle a du personnel qu'elle emploie, et ainsi de suite. Ça c'est tout à fait normal, on ne met absolument pas ça en cause. Mais la base de calcul, elle doit être claire. Pourquoi on défalquerait la dotation forfaitaire et qu'on ne défalquerait pas la dotation variable? Voilà, c'est tout, c'est la question. D'autres commentaires, d'autres questions? Non? Oui, pardon, je ne dirais pas de nom. Régis Reboul. Est-ce qu'on ne peut pas se faire accompagner par notre DGS sur ce sujet-là? Je ne sais pas. Des éclaircissements, peut-être qu'elle les détient, je ne sais pas. Puisqu'elle est là, on peut en profiter. Elle n'est pas censée s'exprimer. Elle n'est pas censée intervenir lors des débats des élus. Elle n'est pas élue. Bon, on est entre nous. Ah non, on n'est pas entre nous, on est en direct là. On est filmé en plus. Voilà. Donc, on ne lui demande pas de prendre parti, on lui demande juste des explications sur le calcul. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a que les élus qui peuvent parler en conseil municipal, Madame Avinens. Normalement, non. Non, on ne peut pas reporter, sinon on met en difficulté le fonctionnement du service sur la communauté de communes. Et si on faisait une petite, à un moment donné, si chacun, effectivement... On peut faire une pause, 10 minutes? On peut faire une pause de la retransmission, oui. Oui, mais à ce moment-là, il faudrait demander au public de sortir aussi. Eh oui. Ils sont peut-être d'accord. Alors, est-ce que le public accepte de sortir? Allez, merci. Merci, public. Voilà. Oui, rebonsoir à toutes et à tous. Nous avons fait une suspension de séance pendant quelques minutes pour échanger entre nous. Maintenant, la retransmission repart et donc nous reprenons la séance, le cours normal du conseil municipal et nous allons procéder au vote de ce rapport concernant l'approbation d'une convention de mutualisation des titres sécurisés avec la commune de Fayence. Quels sont celles et ceux qui sont contre ? Monsieur le maire, juste pour vous dire que il serait peut-être bon de juste dire vu que pourquoi on va voter contre. Lors de nos échanges, on en a déduit que même si ce soir le vote allait quand même passer, pour marquer le coup, non pas pour faire barrage ni rien, mais pour que cette convention soit revue, relue et modifiée dans le futur, et surtout précisée. Voilà, c'est pour ça que nous allons voter contre. D'accord. Mais c'est pas pour bloquer ni rien la situation. Voilà, merci. Voilà, monsieur le père. Merci, monsieur Saillet, de cette précision. Donc, l'ensemble de l'opposition vote contre et donc les 17 de la majorité votent pour. Donc, le rapport est adopté à la majorité. Donc, de même, nous voyons avec le rapport numéro 6 l'approbation d'une convention de mutualisation des titres sécurisés, mais cette fois-ci avec la commune de Montauroux. Donc je soupçonne que les positions resteront identiques. Donc l'opposition vote contre et la majorité vote pour. Donc la délibération est adoptée à la majorité. Je vais à présent donner la parole à monsieur Varocki Roland, adjoint au personnel, à la démocratie et à la communication,
qui va présenter donc le rapport numéro 7 concernant l'autorisation remise gracieuse de créances. Bonsoir. Ah, pardon. Non, mais non. Comme vous voulez. Hein. Bon, ben voilà. C'est parce que ça concerne à la fois les finances et à la fois le personnel, donc forcément. Bon, alors, pour faire court et pour vous résumer la situation, dans la gestion de carrière de 2 des agents municipaux, une erreur a été commise. C'est-à-dire que ces 2 agents ont bénéficié de temps partiel thérapeutique. Et la loi, le cadre légal a changé un peu plus d'1 mois après le départ, c'est-à-dire leur demande initiale, puisque ces 2 agents ont bénéficié d'un mi-temps thérapeutique en octobre 2021 et que le décret d'application d'une loi qui modifiait les conditions est paru le mois d'après, en novembre. Donc les lois ne sont pas rétroactives, c'est sûr, mais une erreur s'est produite, c'était un petit écueil administratif, puisque ces 2 agents auraient dû, finalement, été soumis aux nouvelles procédures, puisque la nouvelle loi et le décret d'application précisaient bien qu'à chaque renouvellement, donc au bout de 3 mois par exemple, à chaque renouvellement, la nouvelle disposition devait s'appliquer. Ça n'a pas été le cas, donc erreur humaine peut-être, on va appeler ça comme ça, mais en tout cas, voilà, ces 2 agents qui bénéficiaient déjà d'un temps partiel thérapeutique se sont vus renouveler cette possibilité sans application du décret qui est paru un peu plus d'1 mois après. Et donc, ça veut dire qu'elles ont bénéficié de droits plus longs que prévu. Et donc, ça a engendré inversement un trop perçu, on va dire, enfin en tout cas un trop versé pour la commune. Vous avez les sommes, donc pour l'un des agents, ça s'élève à 16 758 €, je vous fais grâce des centimes, et pour l'autre à 23 708 €. Donc ça veut dire que ces 2 agents ont bénéficié de temps partiel plus long que ce que les nouvelles réglementations auraient pu leur accorder. Et donc, il y a un cadre légal qui permettrait en théorie à la commune de réclamer cet indus, c'est-à-dire de prélever, tout en bien sûr en garantissant un reste à vivre suffisant pour chaque agent. Bien évidemment, il y a des règles de calcul, mais on pourrait prélever pour rattraper cette erreur et donc à chaque bulletin de salaire, par exemple, c'est une des solutions. Enfin, il y a plusieurs solutions pour récupérer cet argent auprès de ces agents. Mais après étude de la situation, et en tout cas entre nous au niveau de l'équipe majoritaire, on serait d'avis de proposer une remise gracieuse, c'est-à-dire que c'est une erreur de la part, une erreur administrative qui n'a été, dont personne s'en est rendu compte, que ce soit au niveau des ressources humaines, au niveau du CDG 83, au niveau de la veille juridique, puisqu'à l'époque on avait quand même un service juridique en 2021. Enfin bref, personne n'a relevé cette erreur. Les agents ont quand même des problèmes de santé. Et donc voilà, nous on vous propose une remise gracieuse de créances pour ces 2 agents. J'ajouterai aussi que Madame Doman nous indique, qui a une formation de juriste, nous indique que la jurisprudence, de toute façon, fait que probablement la commune n'aurait pas vraiment gain de cause si les agents contestaient. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou besoin d'explicitation? Monsieur Coutin, donc peut-être des précisions sur la globalité de ces sommes qui ont pu se cumuler. Oui. Je ne sais pas, je ne suis pas juriste, je ne connais pas le temps partiel thérapeutique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne ne travaille que 50%, mais est payée 100%? Oui, c'est ça, voilà, donc on est bien d'accord. Donc c'est comme ça qu'on cumulait, ces sommes ont été cumulées, mais voilà, donc c'est simplement par rapport à l'absence sur le lieu de travail, enfin, et ainsi de suite. Voilà, on ne remet pas en cause le côté social, on va aussi, je pense que je vais voter moi en votre sens, c'est clair aussi, hein. Mais voilà, c'était simplement pour avoir cette précision. Hein. Okay, oui, c'est exactement ça. Puisqu'on l'a payé à temps complet et qu'elle a travaillé qu'à mi-temps, donc c'est un mi-temps du salaire pendant une certaine période. Tu veux préciser? Ben, c'est précisé là. Pour une, c'est du 5 octobre 2022 au 15 janvier 2024. Et pour l'autre... Oui, attends, mais je cherche les sommes d'abord.
disons d'octobre 22 à janvier 2024. Un peu plus d'un an. Et 1 an et 2 mois, et 3 mois. comment a été relevée cette erreur? C'est des... Pardon. Vous savez que, comme toutes les communes... Ce sont des problèmes, non, pardon. ce sont des problèmes administratifs qu'on ne peut pas divulguer en public. D'accord. Tout simplement. Disons que quand ça a été constaté, il fallait mettre la créance. Et le trésorier, si on les mettait au nom des personnes, n'aurait pas accepté dans la mesure où on n'aurait pas pu récupérer auprès des personnes. Vous savez que derrière nous, il y a un comptable. Et le comptable, on ne lui fait pas faire ce qu'il ne veut pas faire. Puisqu'après, quand il prend en charge une créance, il en est responsable personnellement et pécuniairement. Donc, de l'annuler sur le budget de la commune, c'était la solution la plus sage. Oui, donc on est bien d'accord, il n'y a pas de subrogation CPM, il n'y a rien du tout, c'est vraiment les deniers de la commune. Hein. C'est-à-dire que subrogation, ça veut dire que lorsque un salarié est en arrêt maladie, là, il est payé par son employeur et la sécurité sociale le reverse à l'employeur. Donc voilà, la CPM n'intervient pas. Ça peut arriver également. Mais dans le cas présent, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est vraiment les deniers de la commune. On est bien d'accord là-dessus. Il n'y a pas de cumul. Quoi. Okay. Non, non. Okay. D'autres interventions? Vincent, tu veux ajouter quelque chose ou pas? Non, alors je voudrais juste ajouter que quand des agents ont des problèmes de santé, c'est vrai, c'est un coût pour la commune, c'est évident. D'ailleurs, à titre d'information, puisque c'est anonymisé, quand même, je vous donne cette information. L'un des deux agents est en arrêt maladie, quand même. Donc de toute manière, le coût continue. Quand il y a des problèmes de santé, qu'effectivement un cadre légal modifie les conditions, si un agent est en incapacité de reprendre le travail. Voilà, c'est ce qui se passe pour un de ces deux agents-là, et ça veut dire que pendant 3 mois, la commune paye intégralement pour les problèmes, enfin, les revenus de cet agent. Donc voilà, je voulais le préciser. Nous pouvons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc je vous remercie. À l'unanimité, ce rapport est adopté. Nous allons donc toujours laisser la parole à M. Varocki pour le rapport numéro 8 et la création d'un emploi permanent et la modification du tableau des effectifs. Donc, comme vous le savez, il relève du conseil municipal de doter la commune des postes nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Donc une nouvelle, alors je ne sais pas si dans l'opposition vous aviez cette information-là, mais l'ingénieur de notre commune, que tout le monde connaît, mais qu'on ne va pas nommer, donc est en disponibilité depuis peu, ce qui veut dire que forcément il faut qu'on puisse assurer ou dans pas longtemps en tout cas, nous adresser sa demande, il n'y a pas longtemps effectivement, donc à partir du mois prochain, il le sera dans les faits. Et donc, il faut qu'on puisse assurer la continuité des services. Et donc, il nous a semblé que, après réflexion, élaboration de la fiche de poste, qu'il serait intéressant pour la commune de pouvoir créer, non plus, ça serait plus un ingénieur, mais de créer un poste de technicien, merci, donc qui serait en catégorie B et pas en catégorie A. Donc, ça sous-entend que c'est quelqu'un qui pourra accomplir les missions de suivi de travaux, de projets, voilà, donc les missions de chargé de suivi de travaux et des grands projets de la collectivité, quelqu'un qui pourra être sur le terrain, en complément des connaissances dont disposent nos agents, et surtout en tenant compte du fait que en novembre dernier, souvenez-vous, lors d'une délibération, le 23 novembre, on avait voté pour, je vais rechercher l'intitulé exact, pour ne pas déformer une convention relative à la mission d'assistance technique aux collectivités avec le département, souvenez-vous. Et on peut donc, de façon forfaitaire, le principe c'est qu'on peut aussi bénéficier des services d'un ingénieur ou voire même d'un expert qui peut être donc proposé par le département si le besoin s'en sentait pour nos projets.
Donc voilà, il nous paraît judicieux et intéressant pécuniairement aussi pour la commune, pour réduire les coûts, de ne pas reconduire, de ne pas recruter un ingénieur sur le poste vacant, mais donc de créer un poste, comme je vous le disais, de technicien de catégorie B. Jérôme Saillet. J'avais évoqué déjà le sujet lors de ce conseil municipal, lorsqu'on a parlé justement de ce technicien éventuellement pour des travaux à suivre spécifiques sur la commune. N'est-il pas, enfin voilà, je renouvelle toujours cette proposition dans le cadre de ce nouveau poste, n'est-il pas possible de promouvoir en interne une personne afin d'éviter un recrutement et par la même occasion des charges supplémentaires. Il vaut mieux peut-être, voilà, ça fera toujours plaisir à un employé. Il y a des employés avec des compétences au sein de la commune. Avoir une petite augmentation au passage, c'est toujours valorisant et encourageant. Et puis, je pense que tout le monde est gagnant. Et ça permet de faire des économies, surtout sur la masse salariale de la commune. Alors, quand on le peut, c'est vrai qu'on peut utiliser les mobilités internes. Mais là, au regard de la fiche de poste et de nos attentes, il ne nous a pas semblé aujourd'hui que ce soit une bonne idée de confier ce poste à l'un de nos agents sur le terrain. Et en plus, nos agents sur le terrain, on en a bien besoin. Ils ont chacun un domaine de compétences, mais là, on a besoin de quelqu'un qui ait une vision globale, quelqu'un qui ait un autre profil, d'autres formations, un certain bagage. Voilà, donc on souhaite quand même créer ce poste et qui sera ouvert sur une candidature externe. Vous avez dit tout à l'heure que ça nous fera faire des économies sur la commune. Oui. Or, l'ancien ingénieur qui part était à 50% sur la société publique du Vallon des Pins et à 50% sur la commune. Donc là, on aura un 100% d'un cadre B. Je pense que ça reviendra toujours plus cher qu'un 50% d'un cadre A. Oui, en tout cas, par rapport à un ingénieur, ça sera moins cher, c'est sûr. Après, tout dépend à quel grade on le recrute et à quel échelon aussi, surtout. Mais ça sera moins cher qu'un ingénieur. Il n'est pas dit que, vous savez, si on fait un recrutement d'un ingénieur sur ce poste, il n'est pas dit qu'il aurait la même affectation sur la SPL. Enfin, là, voilà, c'était ma question. Je ne gère pas la SPL. Mais est-ce que voilà le profil, enfin demain, vous trouvez le candidat parfait pour ce poste, est-ce qu'il risque d'être détaché pour la SPL pour la SPL? Je laisse la parole à Monsieur le Président de la SPL du Vallon des Pins. Donc non, il n'est pas question de le détacher à la SPL. Les besoins de la SPL ne sont plus, en tout cas plus les mêmes. Ils l'ont été peut-être au début avant la création avant la mise en service de l'ISDND. Maintenant, non, on n'a plus les mêmes missions. En revanche, effectivement, pour revenir à cet emploi, on a quand même, on peut faire référence à notre volonté de mettre en avant le personnel, puisqu'il y a des exemples dans l'équipe, de nombreux exemples de personnel qui a été, je dirais, valorisé, ou en tout cas qui a eu des responsabilités. Et donc, quand on peut en interne le faire, on l'a favorisé. Il y a de nombreux exemples que je ne citerai pas ici, mais qui montrent qu'on a utilisé les ressources internes pour valoriser justement certains agents qui avaient des compétences. Mais dans le cadre d'un technicien, c'est plus qu'un chef de travaux, le technicien. C'est plus que quelqu'un qui surveille effectivement la réalisation des travaux. On attend de lui qu'il soit capable de nous faire les CCTP, c'est-à-dire les cahiers des charges techniques particulières dans le cadre des marchés. Donc c'est quelqu'un qui a une maîtrise de l'outil, je dirais, marché public,
qui est un outil très particulier, qui demande effectivement beaucoup de connaissances, parce qu'avec un CCTP mal rédigé, eh bien, vous vous retrouvez bloqué face à des entreprises qui ne remplissent pas ce pourquoi elles ont été retenues. Donc je pense qu'en interne, ça me paraît actuellement, et malgré tout le respect que j'ai pour tous les agents qui travaillent et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, je ne pense pas avoir cette personne-là à disposition dans le groupe d'agents qui est actuellement employé par la municipalité. Donc cette maîtrise des marchés publics, des CCTP et du contrôle qualité des prestations me paraît un élément essentiel, juste part pour les économies. Parce que, vous le savez, enfin je ne vous l'apprends pas, hein, monsieur Saillet, vous qui êtes un entrepreneur, effectivement, et qui... beaucoup d'entreprises vous font des prix très compétitifs pour enlever le marché, et après, par la suite, vous vous retrouvez avec des séries d'avenants qui vous font monter la facture à des degrés que vous n'imaginiez même pas. Donc, il nous faut quelqu'un qui soit effectivement vigilant pour éviter ce genre de choses et bien mettre, et bien avoir l'autorité et les compétences pour dire aux entreprises, non, là, vous poussez le bouchon un peu loin, il va falloir revoir vos prétentions à la baisse. Donc, ça aussi, ça demande de l'expérience, ça demande d'avoir effectivement fourbi ses armes dans le privé et pas d'avoir fait carrière, je dirais, dans le public, parce que c'est pas exactement les mêmes enjeux, hein, quand on est dans le privé. La plupart d'entre vous, vous travaillez dans le privé, vous savez qu'il y a des tensions qui s'exercent et il faut être capable d'y répondre. Donc c'est pour ça que pour ce technicien, nous n'avons pas privilégié le parcours interne, parce que nous n'avons pas trouvé la personne qui, de suite, allait pouvoir être opérationnelle et ne pas rentrer dans un processus de formation pour devenir efficace. Les fameux TS, les travaux supplémentaires. Voilà. Petit devis au début et grosse facture à la fin. Régis Trouboul, j'ai deux questions. La première, c'est, vous avez parlé de mise à dispo de disponibilité à partir du 15 février. Alors, je ne connais pas trop les emplois publics, comment ça marche, mais est-ce que ça veut dire que potentiellement, dans un an, il revient ? Si sa mise à dispo a fonctionné, j'imagine que cette personne a un projet. Alors, effectivement. Juste, je pose ma deuxième question. Oui, allez-y. Et puis, là, sur les compétences que vous venez d'exprimer, nécessaires, c'est des compétences quand même à fort enjeu, c'est ce que je comprends par rapport à la rédaction de cahier des charges, suivi des travaux, qui demande un éventail quand même assez large de compétences. Et vous pensez que donc c'est quelqu'un qui doit avoir un profil assez large, encore une fois de compétences, et technicien, sa réponse est la bonne fenêtre pour recruter quelqu'un à ce niveau-là. Parce que là, j'ai plus l'impression qu'on parle d'un directeur général technique, quoi. Alors non, peut-être pas d'un directeur général technique. Alors je vais essayer de répondre à vos deux questions. Donc d'abord la demande de disponibilité, là c'est une disponibilité pour convenance personnelle, ça s'appelle. Donc cet agent a tout à fait le droit de l'adresser, elle a été acceptée bien sûr par la municipalité. Il se trouve que cet agent a des projets et déjà on ne s'attend pas à ce que cet agent ressollicite nos services puisque ce n'est pas dans ses projets personnels. Ceci dit, effectivement, c'est une possibilité, c'est une éventualité. C'est pourquoi déjà, quand on procédera au recrutement de ce technicien après la création du poste, on va pas, ça sera d'abord un contrat à durée déterminée par sécurité, de toute manière pour voir s'il fait bien l'affaire, etc. Mais on sera prudent dans la façon dont les choses évolueront, avec effectivement un ingénieur en disponibilité pour un temps en tout cas. Voilà. Ça c'est la première, c'est par rapport à votre première question. Et par rapport à votre seconde question, c'est vrai qu'on cherche quelqu'un qui puisse avoir des compétences ou des expériences assez variées. Ça ne veut pas dire qu'il doit maîtriser tous les domaines à la perfection, puisque comme je vous le disais déjà, on peut s'appuyer sur des compétences au sein, en termes de vraiment de technique sur le terrain, etc. On a quand même des agents compétents au sein de nos services techniques.
Après, il y a les services départementaux, il sera entre les deux, mais on va dire que ça sera le porteur de projet généraliste qui aura des compétences suffisantes dans tous les domaines. Et ça veut dire que c'est en matière, quelqu'un qui a des compétences en matière d'urbanisme, par exemple, aura forcément des compétences dans tous ces domaines. Enfin, il est assez généraliste déjà. Donc après, charge à nous, bien sûr, de trouver l'agent qui conviendra. Combien de temps dure une disponibilité? 5 ans. Déjà, c'est renouvelable. Au départ, c'est 1 an renouvelable. Voilà. Après, ça peut aller... non, c'est jusqu'à 3 ans et selon les cas, ça peut être jusqu'à 5 ans. Si je raconte pas de bêtises, hein, sous couvert de... C'est ça. Voilà. Ouais. Mais après, vous savez qu'une disponibilité, c'est... Ouais. C'est un filet de sécurité finalement la disponibilité pour la plupart des agents qui veulent se lancer. Voilà. Ouais. Dernière question. Monsieur Coutin, dernière question. Oui. Donc, je pense qu'il y aura une commission de recrutement qui va étudier les dossiers, qui va éventuellement recevoir les candidats en oral, à l'oral certainement, je suppose. Oui. Est-ce qu'il est possible d'associer l'opposition à cette commission? Non, je ne pense pas. Et non. Ça m'étonnerait. Je vérifierai auprès de notre... Vérifiez, s'il vous plaît. On vérifiera. C'est une bonne question, mais je ne crois pas, non. De toute façon, nous avons déjà procédé à des entretiens. Oui, bien sûr. Voilà, nous avons déjà procédé à des entretiens, mais nous ne nous précipitons pas effectivement sur les premières candidatures. Nous souhaitons prendre le temps de la réflexion, mais effectivement, c'est une décision qui est... cette personne sera amenée à travailler avec nous, donc il est important qu'elle convienne à la majorité. Si elle est titularisée, elle restera dans les effectifs et elle travaillera avec Pour tout le monde. l'instant, en tout cas, il n'est pas question de titularisation. Non, c'est si elle est- une personne si qui elle est- sera en CDD. Oui, Qui sera en CDD, donc... toujours voilà. sous le couperet de la disponibilité de l'agent qui est en disponibilité et qui peut réintégrer son poste. On est bien d'accord, comme l'a soulevé. Oui, bien sûr. Je précise... Monsieur le maire, juste 2 compléments, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est un poste de catégorie A. À partir du moment où l'agent va vouloir revenir sur un poste de catégorie B, il ne pourra pas être repris. Il sera reversé au centre de gestion qui, le centre de gestion, devra lui proposer 3 embauches sur différentes communes. Et s'il les refuse les 3, il sera rayé de la fonction publique. Oui, c'est d'accord, mais je ne pense pas qu'on supprime. Mais à partir du moment où il sera... C'est pas le poste au niveau de notre commune, c'est pas le cas. Bah, c'est ce qu'on est en train de faire, puisque là, on est en train de créer un poste de catégorie B, non plus un poste de catégorie A. On va supprimer le poste d'ingénieur une fois qu'on n'aura plus d'ingénieur, on n'a plus besoin. Très bien. Ben, on vous donne l'information. Une fois qu'on n'aura plus d'ingénieur sur la commune et qu'on aura un technicien, on n'a plus besoin de garder ouvert le poste d'ingénieur. Et donc, si la personne revient, comme il le dit, il ne pourra pas revenir sur son poste d'origine. Quoi qu'il en soit, de toute manière, il faut assurer la continuité de ce service. On ne peut pas se passer de quelqu'un voilà, qui puisse superviser les projets et mener les projets au niveau administratif, au moins. Pour revenir à votre question, en fait, le chef du personnel dans une mairie, c'est le maire. Après, c'est administratif quand on reçoit un agent, etc. C'est vrai que notre directrice générale des services est tout à fait habilitée. Mais le rôle des conseillers, qui n'ont pas de délégation et de délégation de signature, finalement, pour un recrutement, c'est de siéger au conseil municipal et de décider ensemble. Et de débattre. Et par contre, vous pouvez consulter tous les documents que vous souhaitez consulter, ça bien évidemment, vous le savez. Mais c'est vrai qu'assister aux entretiens de recrutement, je ne crois pas que ce soit possible pour un conseiller municipal, voilà, en dehors du maire ou en fonction des délégations. Bien sûr, mais... Bien sûr, bien sûr. D'autres questions?
On procède au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc, abstention de l'opposition. Donc, oui. Abstention donc de la totalité de l'opposition. Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Ben non, c'est abstention, c'est à l'unanimité. S'il vous plaît. C'est quand on vote contre. C'est quand on vote contre que c'est à la majorité. Là, l'abstention n'est... Voilà. Donc, c'est bien à l'unanimité. Alors, donc, l'ordre du jour étant épuisé, nous allons maintenant passer aux questions orales données à l'opposition. Avant de donner la parole à l'opposition, je voudrais faire une petite intervention, en tout cas une petite précision concernant ma réponse au précédent conseil, réponse à M. Cousin, pardon. Le père, M. Coutin. Ouais. Réponse à M. Coutin concernant les demandes de subvention, la dernière fois. Donc, j'ai effectivement, quand j'ai repensé à la réponse que je vous ai donnée, ça ressemblait plutôt à une réponse, oui, on demande des subventions, mais c'est un peu au doigt mouillé. Donc, je tiens à préciser que non, les demandes de subvention ne se font jamais au doigt mouillé et qu'elles ne seraient pas acceptées si c'était au doigt mouillé. Et qu'en fait, que ce soit la subvention pour le CLSH, nous nous sommes entourés de ce qu'on appelle un programmiste, c'est-à-dire un bureau qui étudie effectivement l'ampleur du projet, qui détermine les coûts de ce projet, qui fait des propositions concernant les coûts. À partir de cette proposition, il y a aussi un établissement des devis qui sont faits pour les demandes de subvention, et ces devis sont transmis à la préfecture et servent de base, effectivement, à l'attribution de la subvention. Il y a un chiffrage donc qui est fait par les professionnels et pas par monsieur le maire ou les élus. C'est bien des professionnels qui sont sollicités. Pour la vidéosurveillance, puisque nous avons demandé une subvention pour la vidéosurveillance, nous avons fait faire un audit de notre installation de vidéosurveillance pour voir effectivement quels étaient les outils qu'il fallait changer, les outils qui devaient être redéployés ou ajoutés. Donc tout ça se fait avec des personnes compétentes, et quand on a tous ces éléments, donc de la part des professionnels, il y a encore une étape qui, cette fois, dépend de la DGS, c'est l'argumentation. Parce que l'État, effectivement, ou les collectivités, la région, le département, ne se satisfont pas de devis en disant « on voudrait ça ». Ils veulent effectivement savoir si ça a un intérêt, une utilité pour la collectivité. Donc l'argumentaire qui est construit par la DGS est aussi un élément important pour la crédibilité de la demande de subvention. Et donc, voilà, tout se fait comme cela et pas comme j'ai pu le laisser croire au petit bonheur, la chance. Je vous remercie de ces précisions qui vont dans le sens de ma question qui est posée. Pas de souci. Je vous donne, s'il y a moins que les élus veuillent ajouter quelque chose, je vous donne la parole maintenant. Jérôme Saillet. Petite question, j'en ai juste une. Savoir où s'en était le projet de la MAM. Alors, en ce qui concerne le projet de la MAM, nous avons nous sommes contraints de changer notre fusil d'épaule, de revoir notre projet qui était d'installer la MAM dans l'habitation que nous avions achetée. Je précise bien que nous n'avions pas acheté l'habitation pour y installer une MAM. Nous avons acheté cette parcelle pour réunifier l'emprise foncière concernant l'extension de l'école. Soyons clairs là-dessus. Nous n'avons pas acheté cette habitation, elle se trouvait là. Nous avons acheté ce terrain, en fin de compte, c'est le terrain qui nous intéressait et pas la maison. Mais nous avons pensé qu'il était peut-être possible de faire d'une pierre deux coups.
Simplement, les travaux, et ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, Monsieur Saillet, les travaux de réhabilitation et de rénovation sont bien plus chers que des travaux concernant une construction en neuf. Et donc les évaluations de coûts que nous avons eues pour la MAM sont de l'ordre de 800 000 euros pour réaménager l'habitation en MAM. Donc nous revoyons notre copie, nous n'abandonnons pas l'idée, en tout cas le projet de MAM. Nous considérons que c'est un projet qui doit être mis en œuvre, mais nous le repensons ailleurs et différent, moins cher. Nous voulons effectivement qu'il soit moins cher, que nous ne soyons pas taxés de dépenses pharaoniques. Et donc, de fait, nous sommes en train de revoir notre copie et nous n'avons rien arrêté puisque nous cherchons un lieu d'implantation. Il faut pouvoir l'implanter quelque part. Et aussi le projet qui sera le plus rapidement à mettre en œuvre, qui pourra être mis le plus rapidement en œuvre pour qu'il réponde aux besoins de la population. D'autres questions? Monsieur Choiselat? Oui, enfin, ce n'est pas une question. J'avais compris que vous alliez me transmettre l'étude du géomètre concernant les limites sud communales et je ne l'ai pas. Ah, mais je pensais qu'il vous les aurait transmis puisque vous étiez à la réunion. Il n'a pas pris vos... Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai discuté avec lui lors de la cérémonie de vos vœux. Il a été très étonné que je n'avais toujours pas le document. Donc je suis toujours preneur du document. On va vous le transmettre et ainsi à M. Coutin aussi qui était présent. Et puis vous transmettrez aux autres élus de l'opposition. Mais nous allons rectifier cet oubli. Donc. Et puis, la convention concernant la parcelle à côté de la déchetterie, on en est où? Pour l'occupation de la parcelle à côté de la déchetterie, là, il y avait une convention en cours de rédaction. Alors nous sommes actuellement effectivement toujours en cours pas de rédaction, mais de réflexion sur effectivement donc l'organisation de cette convention et l'application, en tout cas, l'intérêt de mettre en place cette convention. Donc pour l'instant, on est toujours en réflexion sur l'intérêt, effectivement, de mettre cette convention en place et surtout de veiller à ce que ça ne pose pas de problème juridique. Vu que le tas avait considérablement diminué, vous savez si c'est une évacuation ou si c'est dans le cadre d'un nouvel arrivage pour une nouvelle opération de concassage dans les semaines à venir ou les mois à venir? Alors, en ce qui concerne le tas, c'était une demande que nous avions exprimée, que ce tas soit enlevé le plus rapidement possible. Je crois que nous avions donné un délai de 6 mois, je crois. Mais c'était verbal, hein, c'était pas stipulé dans la convention. En revanche, pour l'instant, il n'y a pas question de concassage ou d'activité sur la... En tout cas, tant que la convention n'est pas re-signée, je ne pense pas qu'il y aura de ce type d'activité sur la parcelle. D'autres questions? Non? Nous allons donc clore ce conseil municipal. Je vous remercie de votre attention. Je remercie les personnes qui, chez elles, ont continué à suivre les débats donc durant cette soirée. Je vous donne rendez-vous au mois de mars. Je crois qu'on n'a pas de conseil prévu au mois de février. Donc au mois de mars, ça sera le 14... Non, le 14. Oui, c'est ça, le 14 mars, très bien. Effectivement, 14 mars à 18h30, nous nous retrouvons ici. Et je pense qu'au mois de mars,
Nous parlerons budget, bien entendu. Hein, c'est le mois du budget, le mois de mars. Donc, ça sera aussi une grosse source de débat et d'échanges très constructifs. Nous allons mettre fin à la retransmission. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Et merci à tous et rendez-vous donc le 14 mars.